Bonjour à toutes et tous, ravis d'être ici et d'être ici sous une thématique honnête. Le thème de la série pour la semaine, c'est la transition juste. Mais pour cette première table ronde d'ouverture, on est là pour des conversations honnêtes, des conversations entre personnes qui s'écoutent. Et il nous a semblé extrêmement important d'accuser réception de la polarisation sur les sujets sur lesquels on est, en tout cas sur cette table ronde, tous engagés de très longue date. Polarisation qui est peut-être paralysante, mais qui au fond est un vrai tremplin pour se réinventer et pour l'action. Donc c'est sur ces deux notes-là qu'on a envie de vous inviter dans l'heure qui vient, c'est-à-dire qu'est-ce qui crispe, mais qu'est-ce qu'on en fait pour faire mieux. Et vous le savez tous, hein, on le vit, on le partage tous, ce monde. Hein. On est maintenant dans un monde sur lequel c'est presque impossible de ne pas être l'ennemi de quelqu'un. Et exprimer une opinion tempérée quand on a très très peu de temps, c'est presque impossible. Et d'ailleurs, ça ne date pas du début d'année et de l'avènement de M. Trump aux États-Unis. Vous l'avez peut-être vu en début 2025, il y a 3 économistes qui avaient fait une étude assez intéressante en analysant la sémantique des discours à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2024. L'indice de polarisation a été multiplié par 3. De 2007, hein, ça date. Ça fait un moment que ça rampe dans nos sociétés. Et puis aussi la fenêtre d'Overton de la colère, c'est-à-dire l'acceptabilité de la colère comme émotion incompressible et superlative, est en train de s'imposer. Et puis on se souvient tous quand même que c'est pas récent. On peut avoir le sentiment que c'est récent, mais le Indignez-vous avait paru en 2010. On était déjà là dans les germes, capturés déjà à l'époque d'une impatience grandissante. Et dans ce contexte-là, et Voltaire l'a dit avant moi, je suis pas d'accord avec tout ce que j'entends, mais je me battrai toute ma vie pour que ceux qui ont une opinion puissent l'exprimer. Et ça, pour le coup, c'est au moins ce qui nous rassemble ici. Et qui nous ? Écoutez, je vais commencer dans l'ordre aléatoire sur cette table ronde. Sylvain Raymond, honneur à vous. Vous êtes directeur général de la communauté Les Entreprises s'engagent, vous nous expliquerez. Maya Agel, que je vais avoir du mal à ne pas tutoyer, complice de longue date, on va essayer de faire semblant, ou peut-être pas. Déléguée générale de l'AFMD, que co-préside Delphine Pouponneau, que vous avez... Delphine, n'est-ce pas ? Pouponneau, que vous avez entendu. Gilles Vermeau-Desroches, vous êtes dans votre vie active directeur corporate citizenship du groupe Schneider Electric, mais vous êtes surtout ici présent comme co-président de la commission entreprise dans la société et inclusion. On peut aussi se tutoyer, on est bien d'accord. Et puis enfin, Amandine Claveau, vous êtes directrice des études à la Fondation Jean Jaurès. Et là, il y a du sérieux, il y a de la data, il y a des choses qui vont... Alors, voilà, j'espère qu'on est encore capable de les entendre. Les faits sont têtus, mais vous avez ici rassemblé par l'équipe MEDEF et AFMD un panel impressionnant pour essayer, voilà, d'accuser réception, de prendre du recul et de se dire ce qu'on en fait. Alors oui, j'en tutoie quelques-uns parce que ça fait 25 ans que je suis engagée dans les entreprises que j'ai traversées sur les questions d'égalité des chances, d'inclusion, d'innovation sociale et managériale, notamment ici au MEDEF où j'ai mis au point et présidé pendant 15 ans les avant-postes de la commission que tu présides, Gilles. Et s'il y a bien quelque chose qui me frappe, parce que voilà, c'est pas juste pour dérouler mes kilomètres au compteur, il y a bien quelque chose qui me frappe et qui est un ingrédient supplémentaire de complexité, mais probablement d'intelligence collective, c'est qu'on est rentré dans la société du ressenti. Et la Fondation Jean Jaurès va reconnaître la France du ressenti, qui est une étude que je vous engage à lire. Elle date de l'année dernière, de juin dernier. Et qui nous dit à quel point, certes, les chiffres sont là, les chiffres sont têtus, et pourtant, on parle au nom de nos émotions. Je ne suis pas la seule à penser que c'est une bonne chose de faire rentrer la partie émotionnelle, parce que c'est notre humanité à nous, dans ce qu'on doit faire dans nos entreprises. Il était temps.
Mais voilà, c'est débordant, c'est parfois embarrassant, on n'est pas tous armés pour y répondre. Et quand le ressenti est asséné comme une vérité non négociable, là on est peut-être à un point compliqué pour maintenir le dialogue. Mais il existe ce ressenti. Et pour ma part, les ateliers entreprises et mixité qui s'appuient et qui sont adossés à l'ESSEC, la grande école ESSEC, et à laquelle je contribue, on avait fait paraître l'an dernier un rapport sur les objections en matière de mixité. Alors pas sur tous les sujets de la série, mais rien que sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et alors c'est un rapport construit, mais moi si je synthétise tout ça, on y retrouve à peu près 4 grands axes d'objection. Il faut se les mettre sur la table avant de se raconter ce qu'on en fait. Il y a toutes celles qui sont du registre de l'idéalisation et du déni. Les inégalités, il n'y en a plus depuis le temps qu'il y a des lois et que la société se tient. Le changement climatique, ce n'est pas un sujet. Il y a un deuxième axe qui est la méconnaissance. La méconnaissance, c'est parfois une façon courtoise de nommer les choses, ou la persistance des stéréotypes, tout simplement. Mais au fond, promouvoir l'inclusion, c'est discriminer certains autres, ou bien bientôt la RSE se fera au détriment de notre activité dans la boîte. Il y a aussi des objections sur le manque de ressources, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'équipe, le manque de moyens, et on sait tous dans nos entreprises qu'il n'y a pas abondance. En temps de crise, ces sujets, ce n'est pas la priorité. Ou bien ces démarches ne correspondent pas à mon secteur ou ne correspondent pas à la taille de mon entreprise. Ça, je suis sûre que vous l'avez entendu. Ou bien un manque, ou en tout cas un refus de légitimité, un évitement de la légitimité ou de la responsabilité. Ce n'est pas le rôle de l'entreprise de traiter ces sujets-là, c'est la société, avec un grand S. Ou bien, moi je suis convaincue, mais chez moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de sexisme, je ne suis pas concernée par le climat ou la biodiversité. Ou bien, à fond, tout cet arsenal, ça dessert le sujet. Les féminismes desserrent la cause, l'arsenal contraignant CSRD dessert le sujet. Bon, au fond, toutes ces conversations, on les a eues, ces pensées, on les a même soi-même, et il faut quand même reconnaître aussi que nous tous, en tant qu'engagés, ne sommes pas aveugles. On a aussi parfois des hésitations. Et ce qui compte ici, c'est d'accuser réception du contexte. Et pour faire ça, je vais appeler à l'aide Amandine avec la Fondation Jean Jaurès, parce que vous avez l'art de mesurer avant de raconter. Et il me semble que sur cette question, alors que les Américains ont appelé le backlash, mais enfin en français bien de chez nous, on peut appeler ça le retour de bâton, qui couvre depuis un bon moment, vous avez des données et c'est intéressant, déjà tous les 4, qu'on se refasse un peu le paysage de quelle société on parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la FMD et au MEDEF pour cette invitation. On est vraiment ravis à la Fondation Jean Jaurès d'être présente parmi vous. Peut-être pour effectivement, quand on parle d'entreprise et de la responsabilité des entreprises en matière environnementale ou de lutte contre les discriminations, on ne peut pas faire l'économie de parler de la situation internationale parce que celle-ci est profondément imbriquées l'une et l'autre. Si on prend la situation internationale en matière de droits humains au sens large ou encore en matière environnementale, il y a un certain nombre d'études, notamment des Nations Unies ou encore du GIEC, d'un point de vue environnemental pour le GIEC, qui montrent là encore à quel point on a atteint une énième limite planétaire, ou pour ce qui est des droits des femmes, qu'il faudrait 300 ans pour atteindre l'égalité de genre au rythme actuel, en sachant que ce chiffre-là ne cesse d'augmenter d'année en année pour dire à quel point cette trajectoire est de plus en plus longue. Et donc à la Fondation Jean Jaurès, nous on a documenté cette dynamique de recul et je vais m'appuyer sur 2 travaux principaux qu'on a menés.
On a documenté cette dynamique de recul, pour nous, qui repose sur des facteurs à la fois conjoncturels et des facteurs structurels. Je m'explique. Structurel, cette dynamique de recul, elle s'est accélérée, notamment à la lumière d'un certain nombre de crises. Il y a une multiplication de crises aujourd'hui, de guerres, de conflits. Mais par exemple, pour ne citer que cette crise-là, la crise sanitaire a été en fait un facteur d'accélération très nette en matière de creusement des inégalités, notamment en matière d'inégalités femmes-hommes. Je vous réfère notamment au travail que j'ai mené dans le cadre d'un essai qui s'appelle Droits des femmes. Droits des femmes, le grand recul à l'épreuve de la crise sanitaire en Europe. Et donc ce que l'on constate, et si je m'appuie, alors je ne vais pas prendre tous les éléments qui ont conduit à l'accélération de ces inégalités, mais notamment en matière d'égalité professionnelle, on a vu que le taux d'emploi des femmes durant cette période-là avait baissé, que les inégalités professionnelles au sens large, en fait, s'étaient davantage creusées, notamment en matière de salaire ou en matière d'avancement de carrière. Juste pour rappel, il y avait une étude très intéressante de l'APEC qui avait été menée sur les femmes cadres et qui montrait en fait que les femmes cadres avaient été moins augmentées que les hommes durant la crise sanitaire. Tout ceci conduit à ce que le Forum économique mondial dès 2021 avait en fait noté que cette crise-là avait en fait fait perdre plusieurs générations de progrès en matière d'égalité. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais évoquer avec vous. Et le deuxième facteur que nous, on voit et que vous avez cité, c'est celui du backlash et qui est plutôt lié à des éléments en fait structurels. Donc ces inégalités, elles sont structurantes dans nos sociétés et elles se sont davantage accélérées, ou en tout cas, on voit ce retour de bâton de manière très, très concrète. Et bien évidemment, l'élection de Donald Trump en est en fait la figure, l'étendard, le porte-étendard. Mais comme vous l'avez dit, cette dynamique de recul, cette lame de fond conservatrice, elle n'est pas nouvelle et elle ne date pas de Donald Trump. Bien évidemment, Donald Trump ne fait que accélérer cette dynamique-là parce qu'il met concrètement en œuvre un certain nombre de choses qui ont des impacts sur les droits humains et sur les droits environnementaux. Mais nous, ce que l'on montre, et ça c'est un travail qu'on a mené en partenariat avec l'association Equipop, d'un rapport qui s'appelle Droits des femmes, combattre le backlash. Nous, ce que l'on montre, en fait, c'est que cette dynamique de backlash que l'on observe au niveau international dans un certain nombre de pays, que ce soit au niveau international en Europe ou en France, ça met en avant, en fait, un agenda qui est commun de la part d'acteurs conservateurs. Ces acteurs sont hétéroclites, ça peut être des États, des partis politiques, mais aussi des acteurs économiques, dont des acteurs entrepreneuriaux, des acteurs privés, mais aussi des acteurs religieux qui convergent vers un seul et même agenda. Nous, on appelle ça en fait des mouvements qu'on appelle anti-droit, parce que anti-droit, ils se consacrent principalement, et c'est leur objectif, à attaquer les droits humains dans leur ensemble, les droits des femmes, les droits environnementaux, les droits des personnes migrantes, par exemple. Et donc, pour en revenir à Donald Trump, et pour en venir aussi à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, on voit que son élection, elle a mis en œuvre très concrètement, ça a été d'ailleurs les premières mesures en fait qu'il a portées dès son élection, un certain nombre de décrets, notamment, mais vous le savez même mieux que moi, la suppression des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion dans les administrations et dans les entreprises, mais il a aussi mis en place un décret qui ne reconnaît que deux sexes. Donc il y a une vocation à notamment attaquer les droits des personnes LGBTI. Mais aussi au niveau international, les coupes de USAID, donc c'est l'agence en charge du développement au niveau international, dans les projections aujourd'hui, ces coupes-là vont avoir des conséquences très concrètes. Elles sont des conséquences très concrètes d'ores et déjà, puisque dans les projections d'ici 2030, on estime qu'il y aura 14 millions de morts des suites des coupes budgétaires qui ont été faites par les États-Unis. Bien évidemment, je l'ai pas évoqué, mais la révocation de l'arrêt Roe versus Wade qui permettait aux Américaines d'avorter librement dans les États, qui date pas de l'élection là dernièrement de Donald Trump, mais qui date de 2022, mais qui peut lui être imputé puisqu'il a
fortement contribué à l'élection à la nomination, d'un certain nombre de personnes au sein de la Cour suprême. Bon, tout ce panorama-là, très concrètement, ça a des conséquences sur les femmes, sur les droits des personnes LGBTI+, très concrètes en termes de santé mentale, en termes de santé tout court. Aujourd'hui, on voit que dans les indicateurs, il y a une augmentation en fait des taux de mortalité maternelle aux États-Unis, une augmentation là en l'espace de 20 ans de plus de 20%, donc qui est colossale. Et donc tout ça pour dire que ces conséquences-là, très concrètes, elles se retrouvent dans l'entreprise, l'intime et politique. C'est-à-dire les conséquences en termes de droits humains, elles sont aussi dans les entreprises. Et ça, on le retrouve pas seulement au niveau international, on le retrouve aussi au niveau européen. Et il y a des inquiétudes qui peuvent être assez conséquentes, parce que quand on voit la nouvelle commission qui est mise en œuvre, ou encore ce nouveau Parlement où il y a des majorités, où on voit la montée de l'extrême droite, et bien là on retrouve en fait des alliés de Donald Trump, de ce camp réactionnaire. Et donc le paradoxe aujourd'hui auquel on fait face, c'est qu'à la fois il y a une prise de conscience collective des enjeux en matière environnementale, en matière de droits humains au sens large, et en même temps il y a l'avènement de cette internationale réactionnaire qui, sur les questions environnementales, vont opposer la défense des énergies fossiles, qui sur les droits des femmes, les droits des personnes LGBTI+, vont opposer tout simplement sexisme et masculinisme, ou encore également racisme. Et donc là aujourd'hui, effectivement, on voit une déconnexion en fait, d'une certaine manière, entre les opinions publiques qui sont très allantes sur un certain nombre de sujets environnementaux, comme je l'indiquais, ou encore droits humains, et en même temps cet avènement de cette internationale réactionnaire qui est particulièrement préoccupante et qui a des conséquences très concrètes jusqu'ici en France, parce qu'on voit en fait progressivement une érosion dans l'opinion publique, notamment je pense à la montée du masculinisme, et on le voit très concrètement. Il y a le Haut Conseil à l'égalité qui fait un rapport annuel, et on voit en fait on voit cette montée auprès des jeunes hommes de la pensée masculiniste. Nous on le voit aussi dans une enquête qu'on a menée à la Fondation Jean Jaurès. On retrouve aussi ces mêmes chiffres, avec vraiment cette apparition en fait de ce qu'on peut voir et appeler comme un modern gender gap, où les jeunes femmes ont plutôt tendance à aller vers des valeurs plus progressistes, avec à l'inverse des jeunes hommes qui tendent vers plus de masculinisme, même si à l'intérieur de cette classe d'âge c'est loin d'être homogène, parce qu'il y a beaucoup aussi de jeunes hommes qui sont alliés du féminisme, et nous on le voit bien, il y a vraiment une déconnexion au sein même de cette classe d'âge. Donc une polarisation des opinions, des chiffres qui objectivement reculent, mais qui effectivement, malgré tout, restent le terreau du ça commence à bien faire, on en a fait beaucoup, voire même beaucoup trop. Alors Amandine, vous le disiez, dans les entreprises, ça a de l'écho. Les entreprises, elles sont perméables. Elles sont tellement perméables que début mars, les ambassades américaines envoyaient aux chefs d'entreprise en France, mais aussi en Belgique, en Italie, en Espagne, en Tunisie, en Jordanie, enfin bref, partout, ça n'était pas qu'un phénomène français, une lettre leur demandant d'envoyer par retour un petit accusé de réception en certifiant qu'il n'y avait pas de politique d'inclusion dans l'entreprise, comme ça tout le monde se porterait bien. Dans ce contexte-là, Gilles, le MEDEF, chef de file d'entreprise de toute taille, on a entendu la réaction très vite dans le week-end. Mais à titre plus large, Gilles, comment est-ce que tu peux nous décrire le terrain, c'est-à-dire la façon dont les convictions qui ont été collectivement bâties tiennent bon, s'ébranlent, se fragmentent, est-ce qu'il y a de la résistance à l'inverse, comment est-ce que le terrain des entreprises, face à tous ces courants que la Fondation Jean Jaurès, par la voix d'Amandine, vient de nous décrire, s'organise ou pas? Merci de me donner la parole, puis merci à chacun d'entre vous ici ou en ligne d'être dans cette discussion. C'est super important d'être nombreux et de parler de ces sujets de responsabilité et d'inclusion.
parce que ça fait aussi la suite. Comme une première partie, à écouter Amandine et le début de notre discussion, je voulais me rappeler et vous partager en 1 minute le fait que je reviens du Maroc, où j'étais la semaine dernière, pour suivre tous les projets de Schneider Electric sur les enjeux de formation. Parce que cette boîte, dans sa responsabilité sociale, depuis bien, bien longtemps, probablement au moment de Pinot Valenciennes et avec Lachman, et parce que c'est nécessaire pour elle, est très engagée dans la formation, probablement comme premier axe de sa responsabilité sociale. Et j'ai visité des écoles et universités au Maroc qui forment des électriciens, des automaticiens, etc. Et plus de la moitié des étudiants étaient des filles. Et si ces écoles avaient été en France, elles auraient été entre 10 et 15%. C'est assez intéressant quand même. Parce que se dire qu'au Maroc, dans les formations scientifiques, la majorité sont des filles ou en moyenne, et que dans les stéréotypes français, dès le début du collège, la fille est plutôt, les profs, l'enseignement, le système a plutôt l'habitude d'envoyer les garçons à ces endroits-là. Ça dit quelque chose à la fois de la nécessité d'une semaine comme celle-là, ça dit quelque chose qu'on n'est pas les papes en tout, et ça dit aussi quelque chose qu'on est sur des choses très très longues, sur lesquelles il faut des engagements de très très grande taille. Et ça dit aussi que c'est possible. Premier point. Pour revenir à ce sujet et avoir... alors, deuxième chose. Si vous regardez... J'ai l'habitude de le faire quand j'interviens ici, donc je reprends. Si vous regardez à droite et à gauche de la salle, vous découvrirez que depuis l'élection de Trump et d'un certain nombre de points qu'on vient de dire, le MEDEF n'a pas décroché Agir ensemble pour une croissance responsable. Et que deuxième point, on est aussi sur des logiques longues. Et qu'en 2 secondes, face à cette réalité, et je crois d'ailleurs que par rapport à cette lettre de l'ambassade des États-Unis en France, on voyait un certain nombre d'entreprises françaises, dont la mienne était, je crois qu'aucune entreprise n'a répondu. Alors même qu'un certain nombre de ces grandes entreprises françaises ont entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc ça veut dire que ce n'est pas une petite plaisanterie dans laquelle on va se dire on n'a qu'à résister, on s'en fout. Quand on parle de 40%, 45% pour Michelin, 30% pour Schneider, etc., de chiffre d'affaires aux États-Unis, on est dans une affaire sérieuse, y compris du côté social, parce que on peut avoir de très belles phrases, de très belles idéologies, mais in fine, quand on perd et quand on rude, c'est aussi les gens qui sont dans les usines qui vont plus avoir de travail. Donc on est sur des sujets sérieux. Le MEDEF, sur ce sujet sérieux, a une position forte que l'on peut repérer dans la signature de ces commissions. Quand le MEDEF a une commission environnement, quand le MEDEF a une commission jeunesse, quand le MEDEF a une commission l'entreprise dans la société, c'est dire qu'on met pas, et qu'il n'y a pas 150 000 commissions, ça veut dire qu'on ne met pas ces sujets sous le boisseau, que le président actuel, comme ses prédécesseurs, décide, lorsqu'il est élu, des 10, 15 commissions qui sont là, et qu'en voilà 3 qui sont précisément au travail pour réfléchir ces sujets, et que ça correspond bien à une autre phrase que je partage avec vous et qui a été un peu comme une boussole de ma propre vie professionnelle. Je la dois à Henri Lachman, qui dit très simplement, et qu'on peut partager à chacun, l'entreprise crée de la richesse pour, dans l'ordre alphabétique, ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et la société civile. Et si une entreprise oublie ça, de mettre dans les gens pour qui elle crée de la richesse l'un de ces 4 acteurs, y compris la société civile, alors elle s'auto-détruit. On est là sur un alliage fort qui n'est pas qu'une alliance. Une alliance, ça se défait. Un alliage, c'est 2 réalités qui ne peuvent pas se séparer. La réalité de responsabilité et la réalité de recherche de la performance. Tout ce que l'on va faire cette semaine, et dans son organisation, le MEDEF
essaye de trouver des solutions sur le sujet, d'accompagner les entreprises, d'être à la hauteur de la confiance dans laquelle les Français placent le monde de l'entreprise aujourd'hui, alors qu'au même moment se réduit la confiance dans d'autres corps intermédiaires, pour montrer que il ne faut pas mépriser les enjeux de responsabilité ou les actions vers le bien commun faites parce qu'on pense qu'il faut les faire. C'est très bien de partir de ça. Mais l'enjeu principal qui est le nôtre ici, c'est de traduire ça en stratégie. Il y a une stratégie pour les entreprises d'être l'acteur des solutions pour manger, travailler, vivre, se déplacer autrement demain et essayer de réduire les défis, les enjeux environnementaux et être à la hauteur de ces défis. Tout ça, ça sera une question de solution et ces solutions seront trouvées si les entreprises s'y mobilisent pour accompagner les prises de conscience. Et ben, il y a aussi un agenda des solutions pour l'inclusion. D'ailleurs, l'inclusion, c'est souvent quand on a un emploi. On dit souvent ça. Et des jeunes qui n'ont pas d'emploi, c'est pour le coup un optimisme complexe pour toute une famille. Et donc quand on écrit, et je finirai là, il faut bien être concret pour répondre à cette question, sinon on est un peu tarte à la crème. Quand le MEDEF publie, après le comité exécutif du MEDEF, le conseil exécutif du MEDEF du mois de juillet, un livre qui s'appelle « Construire l'entreprise de demain pour une approche stratégique de l'inclusion », il y a bien une volonté d'abord d'être partenaire avec beaucoup d'autres associations, celles qui sont citées ici, nous aujourd'hui, mais aussi toutes les autres qui vont nous permettre de faire du mentorat, d'améliorer l'apprentissage, d'aller vers un certain nombre d'autres dimensions, mais aussi de se dire que pour l'entreprise, ce qui est clair, c'est le moyen terme. On est dans un moment complexe politiquement, hein, et on est dans un moment complexe économiquement, en France, dans le monde, des moments un peu... L'inclusion, elle n'est pas vécue de la même manière quand on est dans un moment où tout à coup les entreprises se disent, où la société se dit, tiens, on va plus avoir assez de personnes qui travaillent, ou dans un moment plus complexe de tassement de la croissance, où c'est dans ces deux moments-là qu'il faut penser le moyen terme et se dire que quand nos entreprises ont le courage de garder un recrutement inclusif et un management inclusif, c'est probablement à ce moment-là qu'elles préparent le mieux leur performance moyen terme. Et donc c'est certainement dans ces moments de difficulté qu'il faut être le plus courageux et que ce courage créera de la fierté d'appartenance, souvent de la fidélité des gens qui ont été accompagnés dans l'entreprise de cette manière-là, et que donc elles prépareront mieux les lendemains plus heureux, qui arrivent toujours dans les cycles, et qui apporteront la performance. Une semaine comme celle-là, une démarche comme celle-là, vécue au MEDEF, veut rappeler ça, parce qu'il faut se le rappeler toujours. Donc, on est tellement repris par le court terme. Un engagement qui se formalise. J'imagine, Gilles, qu'à la sortie, le fascicule est disponible. Alors, il y en avait beaucoup à l'entrée, il a déjà été il n'y en a pris, plus, mais voilà. Il est épuisé. Non, mais voilà, donc on comprend bien. Il est sur Internet d'ailleurs, je pense. Voilà. Il est sur Internet, Odile. Et c'est plus responsable donc, que du papier. Est sur Internet. Donc, merci Odile. Mento. C'est intéressant sur un mouvement finalement plus jeune que le MEDEF, hein, avec les entreprises s'engagent. Ça a posé ses bases en 2018, c'est ça, Sylvain? Oui. Oui. C'est intéressant de voir sur cette période-là, qui n'est pas courte, ce que vous voyez, vous, du terrain. Oui, et on voit pas mal de choses de ce que vient d'évoquer Gilles, justement. Donc oui, 2018, avec cette idée que l'État ne peut plus faire seul face aux enjeux et à des multiplications des crises, et on a besoin, il y a un appel qui est lancé à des grandes entreprises, Gilles, tu en étais déjà, pour essayer de faire alliance face à tout ça. Donc, très concrètement, dans quelques chiffres du coup, 105 000 entreprises aujourd'hui rassemblées au sein de la communauté. On a remis la première étude d'impact à l'été dernier, et on s'est rendu compte qu'il y a 80 000 entreprises, donc 81% des entreprises qui étaient dans une démarche de progression sur leurs engagements,
qui était passé justement d'enjeux sociaux à cet élargissement aux enjeux sociétaux, voire et environnementaux. Ça, c'est un premier point. On parlait de backlash. C'est vrai qu'il y a eu 3 réactions et la plus discrète d'entre elles, ça a été les entreprises qui ont été découragées, pour les quelques entreprises qui étaient concernées. Nous, on a entendu quelque chose de très sain, qui était des dirigeants d'entreprise, des responsables d'entreprise, qui nous ont dit « Vous inquiétez pas, on va continuer à faire, on va même faire plus, mais on fera dans une plus grande discrétion. » Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que nous, on analyse aussi derrière les faits, ce qui se passe sur ces thématiques, ces 12 thématiques aujourd'hui sur lesquelles les entreprises peuvent s'engager. Et il y a un phénomène, comme je l'évoquais, d'accélération. On a un baromètre, nous, qui vient... Sous-marin. Il y a un baromètre qui donne ces éléments. Depuis 3 ans, avec OpinionWay, on publie les chiffres de l'engagement des entreprises en France. On s'était dit, dans ce contexte international, on va avoir un phénomène qui est qu'effectivement, pour la première fois, on va voir reculer les entreprises qui s'engagent. En fait, il n'en est rien. Ça fait 3 ans que ce chiffre, il plafonne à 90% des dirigeants d'entreprises qui considèrent que l'engagement est consubstantiel de leur rôle. 71% d'entre eux qui veulent aller plus loin, et le chiffre augmente dans ce contexte. Et donc, pourquoi ? Et c'est ce qui vient d'évoquer Gilles, c'est que parce qu'en France, c'est pas les États-Unis. Il y a une véritable culture de l'engagement des entreprises qui est propre au pays. On y reviendra tout à l'heure par rapport au cadre qui a été formalisé, la loi Pacte notamment, tout le panel de dispositifs qui aujourd'hui permettent à des entreprises de s'engager sur une responsabilité qui est entre obligation, entre contrainte et proactivité, qu'il y a une pratique de la proactivité en matière d'engagement qui crée la performance. C'est exactement ce que disait Gilles. Nous, on a quelques chiffres dans cette étude d'impact qui le démontrent, qu'il y a 46% des entreprises qui s'engagent qui déclarent être plus performantes parce qu'elles s'engagent. Et puis, un chiffre qu'on n'espérait pas, il y a plus de 46% des entreprises qui disent qu'en plus, ça crée des leviers sur leur retombée commerciale et sur le carnet de commandes de l'entreprise. Donc, effectivement, de plus en plus ce lien avec, je le redis, une RSE, un engagement à la française qui fait que je ne pense pas qu'on puisse comparer l'Europe, la France et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et l'engagement comme une valeur refuge, voire même dans le contexte que tu évoques, Gilles, dans le contexte politique dans lequel on est, des entreprises qui se font les gardiens du temple d'un certain nombre de valeurs et d'engagements qui deviennent de plus en plus fragiles dans le contexte public actuel. Donc on est même au-delà de la question de faire rempart, ça galvanise même peut-être la détermination à y aller. Merci Sylvain. Moi j'ai envie d'entendre Maya, que j'ai pas sauté par inadvertance, mais voilà, Gilles et Sylvain nous parlent des entreprises alors en tant que personnes morales ou à travers la voix de leurs dirigeants. À la FMD, vous représentez les professionnels de la profession, c'est-à-dire ceux qui, sur le terrain, depuis 15-20 ans pour certains, souvent abrités en ligne directe vers leurs dirigeants, ont vu les conversations se tendre, ont vu les autorisations d'y aller peut-être un tout petit peu plus floues, voire même des demandes de discrétion ou pas. Comment ça se passe ? Quel est le contexte aujourd'hui des managers de la diversité ? Ouais. Là, ce qu'on voit au quotidien, en fait, on voit une évolution. La première évolution, c'est que pendant des années, il fallait faire face à des arguments, des objections qui étaient plutôt internes. Et donc, c'était presque du face-à-face. Telle personne disait telle chose, on lui expliquait. Et en fait, on était dans l'explication, le quotidien. Aujourd'hui, avec tout ce qui vient d'être présenté, on voit que les risques sont également externes et que finalement, les politiques internes sont impactées par des risques externes. La première conséquence de ça, c'est que ce qu'on appelle les responsables diversité, parfois des responsables égalité des chances, parfois diversité inclusion, parfois égalité, voilà, chaque organisation a sa propre culture et sa propre dénomination. Ils vont réfléchir maintenant un peu à 2 fois sur qui ils vont mettre dans le poste, parce que avant, ce qu'on avait, c'était, on va dire 50% de ce que je vais appeler des gestionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont des bons managers de projet, et 50% de gens qui avaient envie d'être là, qui connaissaient un peu le sujet. Aujourd'hui, on est obligé de se professionnaliser parce qu'en fait,
la personne qu'on va mettre, elle va être face à des personnes en interne et en externe, et il faut qu'elle connaisse son sujet. On ne peut pas maintenant être sur le poste sans savoir de quoi on parle, connaître les mécanismes et du coup pouvoir y répondre. Et la deuxième conséquence, c'est que en parallèle, vous avez parlé beaucoup de chiffres, en parallèle de développer du reporting, parce que maintenant le poste, c'est beaucoup plus de reporting qu'avant, on est obligé de développer des arguments. Nous, ce qu'on entend à la FMD, de plus en plus, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que tu as des arguments pour ? Et là, la liste, tout ce que tu viens de donner. Tac, 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 tac. Ou bien, on va nous dire, je dois faire ça, mais je peux pas vraiment, non pas dire que je le fais, mais je vais faire des choses en interne, je veux pas qu'on communique, je vais m'investir avec cette association, mais on mettra pas mon logo, etc., etc. La troisième chose et dernière que je voulais dire, parce que je sais qu'on a 3-4 autres choses à se dire après, c'est que une partie du job est maintenant à chaque fois devoir redonner du sens à ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire que il y a eu toute une vague où on a crédibilisé, légitimé ce poste. Et on est face à un moment où on doit revenir en 2010 mais pourquoi on est là ? À quoi ça sert ? Pourquoi on appelle ça diversité, inclusion, égalité, équité, etc. Et donc vraiment, on est dans une sorte de cercle où on est revenu au démarrage des politiques. On disait ah oui, c'était les voitures brûlées. Ah oui, c'est pour ça qu'on est là. Bah là, en fait, on est sur autre chose, enfin des autres raisons, mais pourtant la même action d'expliquer. En fait, tout ce qui vient d'être expliqué juste avant, donc je vais pas le redire. Oui, donc on sent bien là que au fond. C'est un stimulant naturel pour se réinventer. Certains ont dit, alors je ne saurais même plus vous dire qui, mais ce serait dommage de rater cette crise. On est là. Et au fond, c'est quand même l'ADN des entrepreneurs ou des managers en entreprise ou des pouvoirs publics aussi qui ont besoin d'y répondre. Et surtout, Patrick Martin nous l'a rappelé au tout début, on est quand même parmi tous les corps sociaux en quels les citoyens ont confiance ou pas, l'entreprise reste le bastion. Alors, je ne vais peut-être pas dire bastion, parce qu'il y a un petit sens militaire enfermé dans sa citadelle, mais ça reste l'endroit sur lequel 80% d'entre nous avons confiance. Avant les médias, avant le monde associatif et les ONG, avant la parole publique. Donc on est là, effectivement, dans un lieu où, certes, ça se tend, c'est désarçonnant, mais il y a les moyens d'agir. Et en écho à ce que disait Gilles tout à l'heure sur ça prend du temps, je vais respectueusement n'être pas tout à fait d'accord. Dans les entreprises, on peut aller vite. S'il y a bien un endroit sur lequel, on le sait tous, hein, vous changez de patron, ça change la culture. Alors là, il faut 6 semaines maximum pour que derrière, la tonalité change. Donc il y a un endroit sur lequel on peut aller agir vite. Et en parlant, Sylvain, d'action, vous mentionniez la loi Pacte, c'est 2019, la loi Pacte. Vous mentionnez aussi de la mesure d'impact. Mais vous êtes allé vite et je vous en remercie. Mais je vais vous redonner la parole parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment les entreprises se sont emparées de ça. En 2019, sur lequel on était avant le Covid, mais alors ensuite les crises, Ukraine, etc. Bon, je ne vais pas les égrener, sont arrivées. Comment ça tient bon, cette tentation du cadre de la loi Pacte, et qu'est-ce que les entreprises en font et qu'est-ce qu'elles observent quand elles le font? Déjà, la philosophie de la loi Pacte, c'est consacrer le rôle politique, citoyen de l'entreprise. Et la loi Pacte, elle a eu ça d'intéressant qu'entre l'intérêt social, la raison d'être des entreprises, voire le fait de devenir entreprise à mission, ça reconnaissait simplement ce qu'on vient de se dire. La capacité des entrepreneurs à devenir des alliés, voire à prendre en charge un certain nombre d'urgences sociales, sociétales, environnementales, plus rapidement que les autres. Je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'encore plus rapide, c'est de le faire ensemble, État, entreprise, société civile. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de porter. Le problème, c'est que on a la loi Pacte et derrière, on n'a pas forcément donné, en termes de dispositifs, tous les moyens aux dirigeants d'entreprise d'aller plus loin. Nous, on est né de ce vide. Les entreprises s'engagent, c'est d'accompagner opérationnellement des entreprises sur le chemin de l'engagement. Sauf que c'est des sujets qui demandent un certain nombre
connaissances, beaucoup de maturité, et qu'on en est encore à accompagner ces 105, 108 000 entreprises dans leurs premiers pas. Avec des outils ? Et tous avec des outils, bien sûr. Une plateforme gouvernementale, les entreprises s'engagent.gouv.fr. Les 101 coalitions locales qui permettent de passer à l'action, c'est plus de 1500 actions par an. Je vois Lionel qui en est l'un des leaders dans le 92. Ce qui s'est passé, c'est que par ailleurs, il n'y a pas eu toute la pédagogie qui a été faite depuis la loi Pacte pour donner les moyens. Effectivement, en termes de mesure de la performance extra-financière, CSRD est devenu quelque chose de complètement inaudible, alors que l'idée était plutôt la bonne. Et puis d'autres dispositifs qui manquent aujourd'hui pour permettre aux dirigeants de se dire c'est là que je dois faire de la performance extra-financière en complément de la performance économique. Et ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, on manque d'ambassadeurs. Et je le dis là, vous recrutez au niveau, au niveau des dirigeants d'entreprise, mais surtout au niveau de l'État. Ouais, et nous, on est dans ce double contexte où on est rattaché autant à l'État qu'aux entreprises. Vous ne manquez pas d'entreprise ? Est-ce que vous pouvez me citer un nom d'un ministre qui a parlé de l'entreprise à mission ces 2 dernières années ? Non. Et donc, il y a un vrai enjeu à faire en sorte que les entreprises s'approprient cette logique de volontarisme et de proactivité qui est propre à la France et sur laquelle on a arrêté de faire de la promotion il y a quelques temps en arrière. Et c'est vrai que parmi les mouvements ralentisseurs, on a vu l'omnibus européen qui a dit alors oui, on débrancher, reporter, attendez, alors que peut-être sur le terrain. Déjà simplifier aussi. Voilà, aussi. Il y avait au moins cette attente de simplification. Amandine, à la Fondation Jean Jaurès, parce qu'on est là dans notre deuxième temps sur la question des solutions, sur comment faire pour profiter de cette crise et sur quoi s'appuyer. Dans nos conversations, j'ai trouvé intéressant votre coup de projecteur sur les jeunes dans l'entreprise. Parce que s'il y a bien, et je ne veux pas caricaturer et stéréotyper l'énergie associée à la jeunesse, mais enfin quand même, quand on avance en âge, on s'aperçoit que c'est quand même une réalité. Même si ces jeunes sont, et Gilles l'a dit, parfois encore trop à la porte de l'entreprise et pas encore tout à fait dedans, qu'est-ce que vous observez, vous, sur leurs attentes, le moteur que ça peut être, justement, pour trouver des solutions pour avancer ? Pour reprendre, ça a été beaucoup dit et je pense que vous faisiez référence à l'enquête Fracture française notamment, on n'est pas les seuls, mais sur le taux de confiance de l'opinion publique vis-à-vis de l'entreprise, effectivement, ce que nous on perçoit dans la dernière vague en 2024, un taux de 82% pour les PME, également un taux assez important, un taux de confiance vis-à-vis des entreprises et notamment envers les PME de 82%. Ce taux, il est élevé depuis, c'est le premier item en fait de confiance. Donc en fait, on voit que face à l'affaissement de la confiance de l'opinion publique dans les institutions, dans les partis politiques, l'entreprise reste effectivement un levier important, ou en tout cas porte des attentes très fortes de la part de la population, y compris dans les grandes entreprises, même si cet item-là figure figure vraiment derrière et reste plutôt minoritaire, mais n'empêche que ça, là aussi, y compris sur les grandes entreprises, ça progresse. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, les attentes sont fortes de la part de l'opinion publique et que les entreprises, elles sont pas dupes de ça, elles s'en saisissent. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que il y a peut-être deux stratégies qui sont déployées par les entreprises, où là je vous renvoie notamment au travail qui a été mené par un de nos experts associés, Raphaël Llorca, qui a écrit un livre qui s'appelle le Roman national des marques. Alors voilà, c'est pas toutes les entreprises, c'est notamment les marques qui elles se saisissent en fait du champ politique, puisque ce champ politique a été laissé par d'autres acteurs et porte un nouvel imaginaire, en tout cas un récit qui est purement politique, d'un côté ou l'autre de la polarisation. On y reviendra peut-être après. Et donc sur les jeunes, ces attentes, elles sont aussi fortes. Ce que l'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que les jeunes sont particulièrement plus sensibles aux questions environnementales, aux questions liées à la lutte contre les inégalités femmes-hommes, lutte contre les discriminations. Ça, on le voit dans toutes les enquêtes. Et notamment, je vais me référer à l'enquête que l'on mène tous les ans avec la Massif, qui porte sur les jeunes et l'entreprise. Et ce que l'on voit, c'est que les items sur lesquels les jeunes se prononcent
sur la façon dont les entreprises doivent s'engager reste encore très majoritairement autour des questions environnementales. La préservation de l'environnement, c'est le deuxième item qui est cité par les jeunes, mais également la lutte contre les inégalités femmes-hommes en 5e position, lutte contre les discriminations autour de la 8e position. Pourquoi je dis ça sur les positions? Parce que ce à quoi on assiste, c'est tout de même une érosion malgré tout, parce que c'est une enquête que l'on mène depuis 2021. Et ce que l'on voit entre 2021 et 2024, c'est une érosion de ces 3 items, alors que ils figuraient en fait dans le trio de tête dans cette première vague. Ah oui, donc ça s'affaisse. Ça fait. On voit en tout cas depuis 2024, à voir si sur l'année 2025 qui donc devrait la prochaine vague devrait être publiée courant novembre-décembre, voir si ça se confirme ou pas. Mais reste que sur cette enquête-là aussi, ce qui est intéressant, c'est le besoin qui est bien indiqué par ces jeunes du rôle que l'entreprise doit jouer, d'être utile à la société. Ça encore, ça reste un item très important. Et aussi cette nécessité, ce besoin d'avoir une entreprise en matière de gouvernance qui soit plus démocratique. Donc en fait, il y a aussi un besoin manifesté par les jeunes, à la fois que les entreprises se positionnent dans la société, ça c'est cité, mais qu'elles aussi elles soient démocratiques aussi en interne. Mais on voit qu'il y a une ambivalence aussi dans les besoins qui sont signifiés par les jeunes. Donc le G de ESG, la gouvernance, les jeunes ont capté que c'était un des piliers de nos chances de progresser finalement. Gilles, puisque Amandine nous donne quelques chiffres, il y a des outils. Alors il y a votre rapport dans la commission MEDEF, mais il y a le baromètre aussi annuel de perception du climat d'égalité des chances. Quels sont les chiffres que vous voyez et les outils que vous mettez à disposition aujourd'hui de vos adhérents? Oui, alors je vais prendre mes notes pour le baromètre. Il faut mesurer, et c'est super important d'avoir des chiffres quand on parle de sujets. Sinon, d'abord, on ne sait pas où on est, et ne sachant pas où on est, on ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien quel est l'impact de l'action qu'on mène, et c'est probablement le meilleur moyen pour se dire qu'on est désespéré ou que ça n'avance pas. Donc, il faut mesurer. D'où l'importance d'avoir des outils. 2 choses nous semblent très, très, très importantes sur les sujets qu'on aborde ce matin. D'abord, c'est de bâtir des coalitions, ce qu'on fait ce matin. Mais aussi sur ces sujets-là, je ne suis pas sûr que quelqu'un tout seul puisse mener ses actions au succès qu'il souhaiterait avoir. D'où l'important de prendre du temps, d'être en coalition dans les territoires où on est. Il y a souvent des acteurs très différents. Et puis, à l'intérieur de l'entreprise, avec les collaborateurs eux-mêmes, dans une logique de renouvellement du G dont tu parlais. Et puis, deuxièmement, de fait, il faut mesurer la manière dont les uns et les autres se positionnent. Donc, on a rappelé la mesure des Français citoyens, sur l'appréciation qu'ils ont de l'entreprise, singulièrement très très bonne quand elle est petite, un peu moins quand elle est grande, mais en tous les cas, dans tous les cas de figure, souvent meilleure que sur d'autres sujets. Deuxièmement, en faisant cette mesure, on a repéré une augmentation de 5 points dans les dernières années sur la connaissance qu'ont les salariés des actions que mènent les entreprises sur ce sujet. Et cette connaissance est une bonne chose, y compris pour la reconnaissance de leurs propres entreprises. Et puis, je lisais là, la majorité des salariés qui reconnaissent que les entreprises est engagée dans la diversité, 77% des salariés d'entreprises d'au moins 20 salariés, 60% dans les plus petites. C'est dire que on ne fait pas ça contre les salariés ou que les salariés auraient une vision négative de cette action-là. Je crois que c'est important de se le dire et d'avancer. Et derrière cette chiffre, je rajouterai un 3e point, c'est que c'est toujours important de parler des sujets. Par exemple, moi j'ai à cœur de rappeler que l'avenir des jeunes n'est pas seulement l'avenir des jeunes, mais c'est l'avenir de chacun d'entre nous. Qu'on a comme ça une réalité différente dans la société, mais que les jeunes construisent et leur avenir et le nôtre. Et que ça, c'est super important de se le dire, pour se dire qu'il y a une nécessité. Parce qu'il y a ceux qui ont un grand cœur et qui vont supporter les jeunes parce qu'ils construisent leur avenir. J'espère qu'on en est tous ici.
Enfin, il faut embarquer les autres pour leur dire que si on laisse tous les jeunes à la traîne, c'est notre avenir à chacun d'entre nous, notre protection sociale, notre avenir quand demain on sera peut-être dépendant ou malade ou qu'on aura besoin, parce qu'on sera en retraite et qu'on ne travaillera plus. On a besoin des jeunes et leur faire de la place est un sujet stratégique pour chacun. Donc il me semble qu'il faut les 3 sujets. Se rappeler qu'on ne fait jamais les choses seuls, faire des coalitions de tout type d'acteurs. Deuxièmement, tout mesurer. Et justement, quand on mesure ce baromètre dont tu faisais allusion, qui montre que d'année en année, il y a une meilleure connaissance des salariés, parce qu'on a pris du temps pour leur expliquer, pour les embarquer dans la démarche, et que par ailleurs, ils sont favorables à ce type de démarche. Et puis troisièmement, avoir un corpus, les raisons d'être servent à ça, mais aussi de prise de parole et de conscience, pour bien amener à la conscience de chacun que tous ces enjeux d'inclusion font qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être en forme dans une société qui va mal. Qu'une société ressemble à sa fragilité. Et que quand la fragilité, c'est la jeunesse, on sera tous perdants tôt ou tard, d'où l'importance d'être inclusif de chacun et d'avoir un acte particulier sur la jeunesse. Donc un baromètre qui montre à nouveau que les actions sont connues, elles sont même attendues, et pas que par les jeunes, et que les collaborateurs qui les connaissent en voient les fruits. C'est réaffirmé cette année. Il y aura des détails, je pense, que le MEDEF va publier. Maya, pour équiper les responsables, diversité, inclusion, égalité, etc., quels sont les outils que vous mettez à disposition à la FMD? Est-ce qu'ils ont une autre couleur, une autre tonalité que ce que vous pouviez faire sur ces 10-15 dernières années? Alors, pour parler des solutions, il faut aussi donner un dernier point de contexte qui est des mots qu'on entend presque tous les jours maintenant, gender et diversity fatigue. Et cette gender et diversity fatigue, elle est vécue par les salariés et les agents qui entendent, peut-être qui ont le sentiment d'entendre trop les mêmes messages, mais elle est aussi vécue par les personnes qui portent ces thématiques. Et donc, quand on est face à des professionnels qui commencent à être épuisés, il faut évidemment trouver les moyens de les soutenir. Et pour ça, donc, il va y avoir évidemment, enfin, je pense que c'est la majorité des associations qui font ce genre de choses, mais nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va rentrer dans le fond des sujets. Rentrer dans le fond des sujets, ça veut dire prendre 3 heures pour faire un atelier sur les objections dont tu as parlé et se dire mais comment au quotidien on peut y répondre, comment on répond à chacun de ces on ne peut plus rien dire, mais non chez nous il n'y a pas de racisme, on a 200 nationalités, je ne sais quoi. La deuxième chose et donc revenir avec quelque chose d'un peu concret, quoi. Voilà, tiens, tu peux rentrer chez toi avec ça. Mais en réalité, ça, c'est pas suffisant. Parce que ce à quoi on fait face, c'est dans cet épuisement, c'est parfois un manque de motivation. Comment on fait pour retourner le lendemain matin au travail alors qu'on a des injonctions contradictoires devant soi? On nous dit il faut faire ça et après on nous dit par contre on va pas te donner d'argent et puis on va pas te donner d'équipe, mais vraiment on y croit, il faut que tu y ailles. Donc il faut... Mais tu le fais sans que ça se sache. Mais ça dépend. Je tiens à dire que ça dépend des employeurs. Quand même, faut pas. Voilà, je veux pas faire des généralités, mais il faut aussi voir que cet épuisement, il demande en fait aussi du temps. Juste passer du temps avec eux, leur redonner. Chaque heure qu'ils passent avec nous, c'est de l'énergie qu'on leur donne. C'est pas que de l'expertise. Et ça, ça, je pense que ça n'a pas de prix parce que quand ils partent, ils sont ultra motivés. Ils disent OK, c'est bon. Je sais ce que je vais faire, je sais où je vais, je sais avec qui je vais parler. C'est reparti pour moi jusqu'à la prochaine réunion à FMD. La dernière chose que je voulais dire, voilà, c'est ça. Ouais. C'est que il y a évidemment, on change un peu nos outils, un petit peu. On va aller sur des sujets plus précis. Mais ça, c'est presque pas que le contexte actuel, c'est simplement l'évolution de la fonction qui est assez jeune, qui a à peine 20 ans, à peine.
Et on est d'ailleurs dans la même trajectoire que les postes de responsables RSE sur ces questions-là. Et donc, on va travailler un peu plus et de manière plus diffuse dans chacun des items sur la résistance, comment on fait face à la résistance. Ce qui n'était pas exactement dans la fiche de poste, je pense, des premiers responsables diversité. Comment ne pas perdre de temps, parce que là, on se rend compte très souvent que on passe beaucoup de temps, on est dans un contexte où on passe beaucoup de temps à se questionner sur les situations. Donc, il va y avoir une situation où on va analyser. Je vais essayer de ne pas donner des exemples trop précis pour pas pointer du doigt. Et en même temps, si je donne pas des exemples précis, ça va être boring. Donc, je vais. Il faut choisir la posture là. Je vais donner un exemple. On a. Oh là là, j'ai vraiment peur de donner des exemples. L'année dernière, c'est assez loin, on peut le dire maintenant. On a eu donc des législatives anticipées. Et on a eu beaucoup de responsables diversité qui ont fait face à des situations de racisme au sein de leur organisation, des insultes, et donc des personnes, des salariés et des agents qui venaient voir les responsables diversité en disant « je ne sais pas quoi faire, il m'est arrivé ça, etc. etc. » Et quand je veux dire on essaye de ne pas perdre de temps, c'est que en fait ces situations, elles sont presque quotidiennes, enfin beaucoup plus régulières maintenant. Je reviens pas sur la marche des fiertés de Paris de cette année, où en fait on passe beaucoup de temps à se questionner. Est-ce que je dois le faire? Qu'est-ce que je dois dire dans cette situation? Comment ça va être entendu? Comment je ne fais pas? Je dois faire attention à l'image de mon organisation, mais en même temps répondre aux besoins des salariés. Et donc là, on est en train de tourner un peu en rond, moi je trouve, au lieu de agir, de décider. On le fait pas, mais si on fait, on y va. Vite. On y va vite, et si on le fait pas, on fait autre chose, et on le fait bien et vite. Mais il y a dans ce contexte nous invite dans l'incertitude à être dans une sorte de latence, de se questionner sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, au lieu de faire. Et c'est ce qui est attendu exactement en face, de se dire on va leur lancer plein de trucs, ils vont passer plus de temps à réfléchir à ce qu'on est en train de leur lancer plutôt que à faire leur boulot. Voilà. Donc des mécanismes de diversion, de dispersion. Oui. Moi, il y a un mot, Gilles, que tu as prononcé qui est important, qui est « on y arrivera par les coalitions ». Et en même temps, je vois leur tourner, laisser de la place aux questions. Donc, je vais vous demander à chacun et à chacune, en quelques mots, oui, quelques mots, alors là, c'est sujet à interprétation, mais qu'on se donne un petit peu de tempo là pour terminer au pas de course notre petite table ronde pour vraiment ouvrir à la salle sur quand je dis coalition, qu'est-ce qui surgit? Maya, allez, vas-y. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait maintenant, ne reste pas emberlificoté, vas-y. Ouais. Qu'est-ce qui surgit? Ce qu'on fait maintenant, c'est on mutualise. Donc la série, c'est un moyen de s'assembler et d'agir sur une seule semaine. 60 acteurs qui mettent en place des actions. Il y a des collectifs mentors, etc. pour changer d'échelle. Maintenant, quand on agit, on est 10, 20, 80 000 et on change d'échelle. Et donc, je pense que c'est ça, changement d'échelle. D'accord. Amandine, en termes de coalition? Je pense qu'on est aujourd'hui à un moment en fait crucial pour les entreprises. Il y a un vrai besoin en financement sur les questions environnementales, sur les questions liées à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, contre le racisme. Et face à la vague réactionnaire à laquelle on fait face, y compris en Europe, y compris en France, il y a des besoins en financement qui sont colossaux. Bientôt, le 11 octobre, il y aura une mobilisation de l'ensemble du mouvement associatif qui montre bien aussi en fait la situation de détresse dans laquelle se trouve la société civile. Et donc pour ça, il y a la nécessité que les acteurs privés aujourd'hui prennent aussi leur part, leurs responsabilités, se positionnent. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à construire des coalitions avec l'ensemble des parties prenantes.
parce que les besoins ils sont tout simplement énormes. Et peut-être finir sur une note optimisme, parce que mon tableau était très était plutôt sombre, mais pour dire, mais c'était aussi en fait c'est un appel à mobilisation. Je pense qu'avoir conscience de la situation dans laquelle on se trouve, c'est un appel à mobilisation. Il y a une étude qui vient de sortir au niveau européen sur la volonté, et en tout cas la volonté de la part de 2/3 des chefs d'entreprise qui ont été interrogés sur les normes en matière de durabilité. Ils y sont favorables, ils veulent continuer à mettre en place des normes en matière de durabilité et que l'Union européenne soit leader dans ce domaine-là. C'est une étude qui a été faite par YouGov. Et donc je pense que là, il y a aussi un moyen de voir dans les questions de responsabilité sociale et environnementale, d'égalité femmes-hommes et de diversité, un moyen, en fait, un levier en matière de souveraineté européenne. Mais je retiens coalition comme moyen de mutualiser des financements qui maigrissent. Et donc, un petit peu chacun, ça peut faire des actions consistantes. Au-delà de l'intelligence, d'ailleurs, collective. Sylvain, si je dis coalition, ça ressemble à ce que vous voyez ou ce que vous êtes tenté de faire? 2 choses. 1, le sujet de la réconciliation dans une société, les présidents l'ont dit, qui est fragmentée. 2, l'efficacité. Si je prends le cadre des entreprises s'engage, et j'en profite pour remercier notamment les animateurs des clubs qui sont animés par le MEDEF. 1/3 des clubs sont animés par le MEDEF aujourd'hui. Sur les territoires. Oui, exactement. Tous les enjeux qui ont été cités, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les seniors, etc., les entreprises qui sont dans ces dynamiques de coalition, de réconciliation, recrutent jusqu'à 2,5 fois plus de publics éloignés de l'emploi que celles qui n'y sont pas. Et donc on voit qu'effectivement, seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Beaucoup plus fort et plus loin. Gilles, alors la série est une coalition, hein, on peut le dire, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça évoque? Les 2 mots qui aujourd'hui qui sont évoqués par moi, c'est responsabilité et respect. D'abord, si on quitte cette réunion pour parler de la situation politique du moment avec un Premier ministre qui vient de démissionner, on rêve tous de coalition pour emmener notre pays quelque part, quoi. Et donc le mot coalition, c'est bien être en capacité d'avoir une vision et de considérer qu'on n'y arrivera jamais tout seul. Et pourquoi je dis respect? Parce que souvent on a l'habitude de dire qu'il y a d'un côté le tissu associatif, ils pensent ce qu'ils pensent de l'entreprise, des entreprises, elles pensent ce qu'elles pensent des autres types d'acteurs. Dans l'expérience qui est la mienne, ou moi qui ai un pied et dans l'un et dans l'autre, je m'aperçois c'est quand il y a le respect et la bienveillance entre les acteurs qu'on est vraiment efficace, quoi. Et donc pour moi le mot coalition, c'est un mot générique qui embarque ces 2 notions de responsabilité et de respect, en sachant que quand on porte ces 2 valeurs-là, on peut se mettre à nombreux autour d'une table pour porter un projet ambitieux, et que celui de l'inclusion et de l'entreprise ou de la réalité juste et responsable, c'est vraiment un projet ambitieux qui nécessite donc ces 2 valeurs et cet outil qui est celui de la coalition. Alors, il nous reste 9 minutes 30 pour accueillir vos questions. Je pense qu'il y a des micros qui vont circuler. Ah voilà, il y a même quelqu'un qui va circuler. Le micro n'avance pas tout seul. Voilà, manifestez-vous, mettez-vous debout, hein, c'est beaucoup plus simple. En tout cas pour moi, parce que j'ai pas une vue extraordinaire avec les projecteurs. Est-ce que ces riches conversations... Allez, c'est parti. Vous nous dites au nom de qui, de quoi, de quelle organisation vous parlez. Ça nous permet aussi de comprendre votre contexte. Bonjour. Bonjour. Donc, au nom de qui, de quoi? Je suis responsable de l'inclusion, la diversité chez KPMG, petite boîte de conseil française et d'audit. J'ai une question pour vous, surtout dans le contexte actuel. Je pense qu'on est tous et toutes convaincus par ce qu'on vient d'entendre. On sait probablement déjà ce qu'on a entendu d'ailleurs. Ma question, elle est très concrète. Comment faire dans un contexte où les coupes budgétaires sont drastiques, que les responsables RH ou d'inclusion de diversité au sens large sont globalement avec peu de moyens? Comment faire concrètement pour transformer les modèles d'affaires, et comment faire concrètement, j'insiste bien sur le concrètement avec un plan d'action concret, comment vous feriez les choses sur, oui, finalement aller convaincre nos DAF, tout simplement, en fait.
Merci. Qui a une... Faire en sorte que dans le recrutement, il y ait moitié-moitié d'hommes de femmes, qu'on soit ouvert à la diversité, etc. Ça coûte pas plus cher en recrutant. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup une question politique. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut recruter tous les gens qu'on veut recruter, puis après on va recruter des femmes, puis après on va recruter des gens issus des QPV. C'est dans la base de recrutement qui est celle de l'entreprise au moment où elle doit allier performance court terme, moyen terme, et parfois de fait il y a ces efforts rudes qui peuvent être faits, etc. En tous les cas, c'est mettre justement cette ambition moyen terme dans le court terme. Et donc dans les recrutements qui existent, faire vivre la diversité autant qu'on peut la faire vivre. Et ça n'a pas tant de coûts que ça. Si je peux être rapide sur au moins ce sujet-là. C'est génial parce que tu nous poses la question de nouveaux arguments. Quel argument on peut donner au DAF Donc cette question des budgets, c'est une question récurrente d'ailleurs depuis 15 ans où les budgets baissent. En fait, depuis 15 ans. Donc, je tiens quand même à dire que c'est pas seulement la situation actuelle, même si, comme l'a bien expliqué Amandine, il y a beaucoup d'accélération récemment. Là, nous, ce qu'on voit dans les autres organisations, on a parlé de coalition. Cette année, le sujet, c'est transition juste. Donc, la première coalition, c'est comment on mutualise les budgets avec d'autres services. Le service de la RSE, le service de la communication, le service marketing, le service R&D, etc., etc. Et on le voit quand tout à l'heure je disais on mutualise, on fait des actions de mutualisation chez nous. On le voit sur plusieurs de nos projets. Ce sont assez peu les budgets diversité sur lesquels sont pris les budgets pour mener les projets, mais plutôt les autres. Les autres services, je cherche le mot service, direction. Donc voilà, ça c'est une option. Je saurais pas comment convaincre un DAF. Enfin, je suis désolée, je ne saurais pas le faire. Mais là, on a discuté, par exemple récemment, sur la question de l'éga-conditionnalité avec mon équipe pour essayer de voir, par exemple, comment on parle d'égalité femmes-hommes à d'autres services, notamment la question des services financiers où on pourrait notamment discuter de budgets sensibles au genre. Mais je ne sais pas à quel point les gens chez KPMG sont à l'écoute de ça. Je voudrais être sûre de capter les questions s'il y en a d'autres. Et pendant que certains se manifestent, je peux dire que les coalitions, alors par exemple quand on est KPMG, c'est pas le DAF qu'il faut convaincre, c'est les partenaires en leur expliquant que quand on rejoint la coalition Sodexo où il y a L'Oréal, ADP, des grands comptes, souvent ça motive. Ah, il y a Delphine, vas-y. Rajouter quelque chose pour motiver les DAF, c'est qu'aujourd'hui l'extra-FI, alors même si la CSRD, voilà, mais l'extra-FI devient de plus en plus important. Nous, en tant que D&I, on est souvent interrogés maintenant par les investisseurs, ce qui était quand même assez nouveau. Et même dans les marchés alors publics, mais pas que, il y a aussi beaucoup de questions autour de ces sujets-là. Donc il y a des vrais enjeux business aujourd'hui à traiter ces sujets et les financiers y sont sensibles. Oui, c'est des questions en AG, on l'a vu beaucoup cette année. Alors, il y avait une question là-bas, je crois. Gwendoline Mira, Crédit Agricole SA. Très bien. Alors, je ne prenais pas la parole au sujet de la CSRD, mais étant en charge des rapports de durabilité pour le groupe Crédit Agricole, je confirme complètement ce facteur qui nous est positif. Et ce que je voulais peut-être ajouter, plus qu'une question, c'est une remarque. Je crois aussi que on dit que ces sujets, on a commencé à s'en préoccuper il y a 20 ans. Ça n'est pas la responsabilité des équipes RH. Ça n'est pas la responsabilité des personnes en charge de l'inclusion dans les équipes RH. Je pense que c'est la responsabilité de chacun et tous les jours. En fait, ça doit vraiment être la question qu'on se pose tous les matins et tous les soirs, dans son comportement et pas seulement au travail d'ailleurs. C'est est-ce que j'ai été suffisamment inclusif? Est-ce que j'ai été dans l'ouverture et la curiosité, qui est le deuxième pilier de notre politique de diversité au Crédit Agricole, l'égalité des chances étant le premier. Et on a aussi la représentativité. Armelle, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur l'importance quand même des dirigeants et je crois à l'exemplarité. Il y a du pour et du contre, mais je crois vraiment que là, si on arrive à faire comprendre à nos salariés que c'est l'affaire de tous, c'est ça le grand pas, le grand challenge. Facile à dire, moins facile à faire, je reconnais. Mais voilà. Très bien. Là-bas, allez. Oui, Monsieur. Bonjour. Alors, je suis Jean-François Crétel de Drapeau Blanc.
Moi, j'ai une question par rapport aux minorités, au niveau des sondages, des enquêtes. Alors, pour situer ma question, moi, par exemple, je suis protestant, donc face à moi, il y a les catholiques. Alors, je me pose la question j'ai des amis homo, etc. Donc, les LGBTQ, est-ce que accepter et supporter, comment c'est géré dans les DRH et dans les études que vous faites? Merci. Moi, je suis pas totalement certaine d'avoir compris la question. Donc là, c'est des résistances spécifiques aux questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je vois. Oui, un petit peu, mais c'est surtout on est une minorité. Comment le supporter et comment l'accepter? Ah, ok. Oui, alors. Et j'aurais dû réviser le sujet des minorités actives sur lequel on est en train de travailler en ce moment avec Alternego pour notre prochain événement. C'est que vous y travaillez, donc c'est ouais, c'est ça. En fait, donc depuis quelques années, enfin plusieurs années, en psychologie sociale, il y a la notion de minorité active pour définir à quel moment une minorité va avoir un impact sur un groupe. Et donc, je devrais d'ailleurs connaître la définition et je me souviens pas. Donc là, ce qu'on a vu sur ce sujet-là, parce qu'on travaille sur l'inclusion et le sujet, c'était de voir à quel moment certains groupes, donc il y avait l'orientation sexuelle, l'identité de genre, il y avait des personnes également, il y avait un groupe sur le handicap, un groupe sur l'origine, le sexe, et on s'est posé la question, est-ce que quand on parle d'inclusion, il y a des paliers à partir desquels les femmes vont se sentir plus incluses, les personnes en situation de handicap plus incluses, etc., etc. Et donc, il existe des paliers, que ces paliers souvent... Quantitatifs. Oui, quantitatifs. Exactement, quantitatifs. Et vraiment, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut venir le 6 novembre à la place pour notre événement, parce que sinon, je vais vraiment spoiler le contenu de ce qu'on va dire dans un mois. Un teaser exceptionnel. Je suis désolée. de Maya. Une dernière question, parce que je ne voudrais pas grignoter la table ronde qui nous suit. Là-bas, tout au fond, à droite, je vois. Enfin, au centre droit. Allez, vous avez l'honneur de la dernière question. Merci. Bonjour, Lorraine Planchon, Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. Moi, je me demandais, on a beaucoup parlé de coalition, mais quelles étaient les conditions d'une coalition réussie et surtout impactante? Ah, il y a des spécialistes de la coalition. Ben voilà, il y a quand même la communauté des entreprises s'engage. Oui, je disais tout à l'heure que ce qui permettait de rassembler au-delà des cultures, des langages et puis de la sphère dans laquelle on vient, je pense que c'est cette fameuse raison d'être pour ceux qui veulent être portés par des visions, mais surtout les combats communs. Tu parlais, Gilles, tout à l'heure des jeunes. Les jeunes, la réussite des jeunes dans la société, c'est pas seulement l'objectif de l'État et d'un certain nombre d'associations, c'est un vrai enjeu, comme vous l'avez entendu, pour les entreprises. Et donc, je pense que plus le combat est clair, plus la vision est précise et plus on a justement cette capacité à passer outre les différences, notamment de culture et de langage. Joli mot d'ouverture. Voilà, et merci Sylvain de nous aider à conclure dans les temps ce qu'on a craint de ne pas réussir à faire. Donc j'espère que ça a ouvert plein de portes. On a tous et toutes égrené des références et n'est-ce pas Inès et n'est-ce pas Maya, ça va être sur le site ressources de la série. Donc d'ici la fin de la semaine, vous trouverez tous les liens. À commencer peut-être par le barreau MEDEF aussi. Et ben voilà. Entre autres, mais tous ceux qui ont été mentionnés ici seront à votre disposition. Merci encore. Et puis, je jette en pâture à votre disposition nos intervenants pour la pause tout à l'heure. Merci encore.